Bon, bonjour et rebonjour à ceux qui j'ai déjà dit bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous et votre famille vous soyez en bonne santé, hein, euh, et au chaud, parce qu'il fait frais, hein. Qu'est-ce qui fait frais dans ces pays? Oh là 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 là. Bon, aujourd'hui, nous avons un cours un peu plus petit, parce qu'on avait vu, c'était notre dernier cours, hein. Euh, et donc, on va arriver à la fin. Et pour arriver à la fin, je suis obligé de aller à certains moments un peu plus vite, hein. Euh, je vais aussi, peut-être que je vais dépasser un peu. Normalement, on a 1 heure et demie de cours aujourd'hui, on n'a pas 3 heures. Donc, ça va être plus tranquille, hein. Mais par contre, je vais peut-être avoir besoin de dépasser environ 10 minutes des cours. Euh, donc voilà, ça va être, je compte avec je compte sur votre compréhension, avec votre compréhension, par rapport à ça. Mais c'est histoire de 10 minutes, euh, voilà, c'est pas énorme non plus. Ça marche, je sais que ça marche parce que j'ai déjà réussi à finir des cours et des contenus comme ça, mais ça dépasse toujours max 10 minutes. Mm. Mais voilà, ça dépend des questions, ça dépend de participation et tout ça. Euh, bon, concernant, mais on va parler de sujets qui fâchent et aussi des sujets qui sont très importants, hein. Concernant, concernant votre évaluation, notre troisième activité, je, je pense que je vais être assez tranquille, hein, avec vous, parce que vous êtes gentil aussi, hein. Mais je vais faire une autre calcul de la moyenne finale. Avant, j'avais dit que j'allais prendre une moyenne de, de 3 activités. Mhm. Voilà. Et ce que je pense à faire maintenant, c'est en fait de prendre la moyenne de 2 meilleures notes que vous aurez. Mhm. Comme ça, si au bout du moment vous n'avez pas réussi à avoir une bonne note euh, au niveau, on va dire, au niveau de CV ou encore au niveau de la lettre de motivation, voilà, c'est, oui, c'est en cadeau de Noël, ça, ouais. Donc voilà, je suis barbu, mais je suis pas, je suis barbu, je donne des cadeaux, mais je suis pas le Père Noël, hein. Mais voilà. Donc, on va faire comme ça, hein. Je vais prendre juste les 2 meilleures notes. On va faire donc 3 activités. Je prends les 2 meilleures notes. Voilà, comme ça, c'est meilleur pour tout le monde, je pense, hein. Et à partir de celle-là, je fais la moyenne. Euh, par contre, ce que je vous propose, alors au niveau de l'exercice, hein, c'est exactement de le faire en deux. Je ne sais pas si on avait parlé des jours exactement pour l'exercice. Je me souviens plus, je suis vraiment désolé. Euh, mais ce que je vous propose, donc, c'est de faire l'exercice en 2 jours, pas en une seule jour. Et je vous propose donc de faire euh, les 10 décembre et les 11 décembre. Ça veut dire que je vais vous envoyer les liens de l'activité qui est sur Google Forms, hein. Et donc, je vais laisser l'activité disponible entre 9 heures du matin du 10 décembre
jusqu'à 22 heures du soir, les 11 décembre. Comme ça, vous avez 2 jours entiers. Et pour ceux qui bossent, pour ceux qui ont d'autres choses à faire, je pense que c'est les plus tranquilles, hein. Qu'est-ce que vous pensez? Et comme ça, vous avez même de temps à vous préparer jusqu'à la fin de la semaine. Ça vous va comme ça? Oui, c'est bon. Voilà, donc je vais noter ici pour ne pas oublier que pour les régimes communs, il faut surtout là. Régime commun, régime général de Sénat, donc nous allons faire notre activité commencer les 10 décembre, 9 heures du matin, et je vais enlever l'activité les 11 décembre, les 22 heures. Donc, je vais répéter pour jeudi. Donc, jeudi, c'est que je propose, en fait, c'est de... Vous avez entendu la partie... Oui, oui, la partie de la note, oui. Mais par rapport à l'activité, en fait, je propose je vais envoyer évidemment une annonce sur April, hein, avec les liens. Parlons de cette dernière activité. Et cette dernière activité ça va être exactement sur les sujets de l'entretien d'embauche, hein. Elle va être disponible pour vous à travers ces liens que je vais vous envoyer. Euh, à partir de 9 heures le 10 décembre jusqu'à 22 heures le 11 décembre. Comme ça, j'imagine que c'est suffisant les temps pour pouvoir répondre, même ceux qui sont en régime. Par exemple, il a Alexandrine Castrien qui est en régime dérogatoire, mais elle a fait tous les devoirs que je demande parce qu'elle a suivi des cours, tout ça. Donc, elle ne va pas avoir besoin de faire l'examen de régime dérogatoire à la fin. Vous voyez, du coup, je pense aussi à ceux qui sont en régime dérogatoire et qui arrivent à suivre les cours. Par contre, pour ceux qui sont en régime dérogatoire, ils n'ont rien rendu jusqu'à présent et qui vont faire l'examen à la fin. Pour ceux qui sont dans ces cas-là, j'avais déjà envoyé l'annonce, si je ne me trompe pas. L'examen, ça sera le 17 décembre, et portera sur les sujets de tous les cours, de tous les semestres. Donc, les CV, l'entretien et aussi la lettre de motivation. Donc, voilà. Pour eux, ça sera une seule journée entre 9 heures et 22 heures aussi, mais les 17 décembre. Voilà. Mais c'est ça. Donc, on fait comme ça. Est-ce que quelqu'un a de commentaires, de remarques, a quelque chose à dire? Ou on peut entamer notre cours et pour pouvoir finir à l'heure, ou peut-être dépasser un peu. Et voilà. Moi, monsieur, j'ai juste une question. Oui. L'évaluation là qu'on va avoir de jeudi à vendredi dure combien de temps à peu près, d'après vous? Ah, ça dépend. Ça dépend parce que c'est pas. Si c'est. Je pense qu'en en 1 heure max, c'est faisable. Ok. Euh, Mais vous mettez pas de temps imparti? Ah C'est... non, 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 non. Je vais même parler de temps imparti. Mais par contre, non, elle n'est pas limitée parce qu'elle est sur Google Forms. Donc sur Google Forms, on n'a pas cette limitation. Par contre, il faut juste faire attention, hein.
pour ne pas laisser traîner l'ordi, parce que l'ordi, il peut tout à fait... Vous savez que des fois, on met à jour, l'ordi met à jour les pages de façon automatique. Donc, s'il met à jour, donc là, c'est un peu... vous allez perdre votre activité, voilà. Du coup, il faut pas traîner trop longtemps sur une question. Parce que s'il détecte qu'il n'y a pas d'activité pendant, je sais pas, 10 minutes, il ne valide pas. Ok, Euh, d'accord. Merci. oui, c'est juste parce que sinon, votre propre ordinateur, il va rafraîchir votre page Internet. Donc, voilà, c'est juste pour éviter ça. Vous savez, des fois, quand on reste trop longtemps sans activité sur Prel ou sur sur une compte d'email et tout ça, on doit reloguer, on doit euh, mettre nos identifiants encore une fois, entre guillemets. Donc, c'est un peu ça qui peut se passer. Donc, pour éviter des problèmes, je vous conseille donc d'étudier, d'être prêt, et au moment que vous vous sentez prêt, vous pouvez attaquer. Mais si vous voulez dépenser 1 heure ou 30 minutes, vous pouvez. Je vous avance déjà qu'il y a 2 questions qui sont des questions dissertatives, qui sont des questions ouvertes, hein, qui vous devez évidemment écrire quelque chose. Donc voilà. Euh, donc c'est ces mélanges-là de QCM et avec 2 questions ouvertes qu'il faut écrire quelque chose. Mais sinon, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, Pour les lettres de motivation, est-ce que vous avez commencé à regarder ou pas? pas du tout. Pas du Ok, tout. ça marche. Ouais, je suis désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Ah non, mais en fait, je suis désolé parce que vraiment, je devrais déjà avoir fait, c'est ça, hein. Je devrais déjà avoir fait, je n'ai pas réussi. Il y a tellement de choses qui se passent là avec les TD, les examens, tout ça. Donc, c'est pas gagné, c'est pas gagné. En plus, dans la période d'examen, vous savez, il y a un tas de mails qui arrivent, d'élèves que j'ai jamais entendu parler. Donc, il faut y répondre, il faut essayer de les calmer et tout ça. Donc, voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Non, c'est bon, monsieur, pas d'autres questions. Parce qu'on peut donc, si personne a des questions, on peut donc avancer sur les contenus. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, normalement, les cours, il va jusqu'à 10h30. C'est notre dernier cours. Il est plus court. Et à part ça, je vais dépasser un peu de l'heure, environ 10, on va dire 10-15 minutes max, max, max. Mais c'est pour pouvoir effectivement clôturer comme il faut et ne pas vous faire de préjudice au niveau du contenu. Mais voilà. Bon. Allons-y. Faut que je fasse ça ici. Là, je vais partager avec vous. Je ne sais pas si votre Microsoft Teams, il a changé. Les miens, il a changé. Pour entrer dans la salle, c'était un peu bizarre. Donc, c'est pour ça que j'ai pris aussi de temps. Bon, il ne reconnaît pas, donc je suis obligé de faire ça. D'accord, je juste... Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bien, c'est bien. Bon,
Là, le dernier cours, donc, on est arrivé à quelques considérations initiales que nous avons parlé, hein. Quelques considérations générales, pardon. Que sachez que dès que vous rentrez dans l'entreprise, vous êtes en train d'être évalué, voilà, pour faire gaffe à votre posture, à votre façon de parler, surtout à votre façon de parler et envers qui vous parlez. Parce qu'il faut, d'une façon générale, il faut être poli, il faut être respectueux, n'importe avec qui. Avec les gardiens, avec l'agent d'accueil, avec l'agent de ménage, avec euh, la personne qui vient servir le petit café au moment de l'entretien. Voilà, il faut être gentil, hein. Imaginez qu'une de ces personnes peut être vos frères, vos sœurs, votre mère, votre père, vous voyez, donc, ou même vous-même, hein. Donc, il faut être gentil avec tout le monde dans l'entreprise. Euh, Surtout parce que vous imaginez que vous ne connaissez personne. Euh, et si vous arrivez déjà sur les mauvaises bases, hein, ça va être assez compliqué l'intégration. Voilà. Euh, on n'a pas trop parlé sur cette question de la compréhension de soi-même et tout ça, parce qu'évidemment, nous avons déjà beaucoup exploré cette question concernant les gardez-vous en face, la question de, euh, effectivement, de, de, de parler de vos défauts, de retrouver votre défaut, et qu'on avait dit que parler de ces défauts, c'est effectivement une façon de les comprendre et aussi une façon de les éviter, de gérer les frustrations, gérer les stress, parce qu'à partir du moment qu'on connaît, hein, quelque chose et qu'on reconnaît, c'est à partir de ces points-là qu'on peut effectivement les gérer. Si on ne les connaît pas, si on n'a pas la connaissance que, euh, par exemple, si on a peur de quelque chose, mais on n'arrive pas à reconnaître ses ressentis, hein. Donc, on va avoir l'impression que ça va nous gêner, ça va nous stresser, mais on ne va pas arriver à dire qu'on a peur, et on ne va pas arriver à les gérer, voire même à l'éviter si c'est le cas, ou même à le confronter. Hmm. Donc voilà. C'est dans ce sens-là que regardez-vous en face et encore parler des défauts, des échecs, tout ça peut vous aider. Mais évidemment, il faut faire ça bien avant l'entretien. Évitez au max de parler de problèmes que vous avez eu dans votre ancienne entreprise. Évitez, et si vous avez eu des problèmes et vous êtes obligé de parler, hein, c'est surtout apprendre, l'astuce, c'est surtout de montrer c'est que vous avez vraiment appris avec les situations. C'est ce qu'on avait dit lors de notre dernier cours, euh, qui on apprend beaucoup avec tous les cas qu'on a vus et qu'on a croisés dans notre vie. Hmm. Parce qu'ils sont avec ces genres de gens qui ça va pas, qui nous on n'arrive pas à être ensemble, à parler et tout ça, c'est avec ces gens qu'on apprend. Parce qu'on commence à apprendre les traits de caractère que nous n'aimons pas. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, hein. Encore, ne parlez pas mal, oui, de vos anciens collègues, ni de votre ancien boulot, ni de votre ancien chef. Mauvais esprit, mauvaise foi, voilà. Tout ça, c'est impensable, il faut pas faire, absolument, hein. On va dire langage, posture, les habits, on a parlé de la façon traditionnelle. Euh, la façon traditionnelle, juste pour revenir là-dessus, c'est exactement pour ne pas prendre le relais sur vous-même. Parce que
les stars de l'entretien doivent être vous, pas vos amis. Il fait aussi votre évaluation de l'entreprise. On avait discuté ça la dernière minute de cours. C'est toujours plus agréable si on se sent bien dans l'ambiance de l'entreprise et si les postes et l'entreprise nous plaisent vraiment. Les chances, si les postes et l'entreprise nous plaisent vraiment, les chances qu'on arrive à développer un bon parcours et aussi de bon boulot sont bien plus grands. Donc, dans ce sens-là, je vous conseille effectivement, au moment de l'entretien, de faire votre évaluation de l'entreprise. Et pour faire votre évaluation de l'entreprise, pourquoi pas poser des questions au moment de l'entretien aussi. Mais vous allez voir que ça, c'est très important. Bon, du coup, on a passé par tous les moments avant l'entretien, c'est tout ça, jusqu'à quelques heures avant l'entretien. Ça veut dire quelques heures avant l'entretien, concernant, par exemple, la préparation de vos affaires, même quelques minutes concernant l'effet d'être vigilant au moment de l'arrivée à l'entreprise, voilà, avec posture, langue, voilà. Et on passe effectivement donc au moment de l'entretien. Les moments où vous êtes tête à tête avec les recruteurs et probablement votre futur chef. Donc, pour arriver à bien comprendre, pour mieux vous préparer, j'ai préparé donc 11 questions qui sont, j'ai dit ici, les 11 questions les plus courantes lors de l'entretien. Est-ce qu'il va y avoir juste ces 11 questions au moment de l'entretien? Non, ils peuvent avoir plus, ils peuvent avoir moins, mais ces 11 questions-là, elles sont présentes, je dirais, en 90% des entretiens. Au moins la moitié de ces questions-là tombent au moment de l'entretien. N'importe quel entretien. Et vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs façons de tourner ces 11 questions pour arriver à avoir les mêmes informations. On va voir aussi comment répondre à chaque question et aussi qu'est-ce que les recruteurs ils cherchent à savoir et comment il fait aussi l'évaluation à partir d'une telle question. L'avantage, c'est que, oui, évidemment, peut-être qu'il y aurait en fait plus de 11 questions plus courantes. Mais ces 11 questions que j'ai sélectionnées sont des 11 questions qui font l'affaire à tous les niveaux. Ça veut dire que si vous avez des expériences, ces 11 questions peuvent être posées. Et si vous n'avez pas d'expérience, ces 11 questions peuvent être posées aussi. Donc, soit pour un stage, soit pour un CDD, soit pour un CDI, voilà, vous aurez ces genres de questions au moment de l'entretien. Donc, c'était de cette façon, en fonction de ces critères-là, que ces questions ont été sélectionnées. Donc, vous allez voir que tous les éléments de votre préparation, ils vont être utilisés pour répondre toutes ces questions. Et on commence alors avec la première question, qui c'est pas forcément très facile comme on peut penser, et qui normalement c'est la première question à être posée. Qui c'est la classique parlez-moi de vous, qui peut être tournée aussi comme pouvez-vous me parler de vous, encore pouvez-vous vous présenter. Donc, les problèmes de cette question, c'est que apparemment c'est une question très naïve, que ça sert juste pour briser la glace entre les recruteurs et le candidat.
Mais c'est pas forcément ça, on va voir. Mais aussi, notre problème que cette question pose, c'est que vous avez vécu, j'imagine qu'environ 20 ans, 21 ans déjà, donc de votre vie, hein. Donc, vous avez vécu pas mal de choses. Qu'est-ce qu'exactement je dois répondre au recruteur? Est-ce qu'il veut savoir de mes fêtes et tout ça, de soirées, des voyages? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Hein. Et c'est là que je reviens à une question très importante, parce que il faut j'ai corrigé en fait tous les CV de Critech, de Scénar, voilà. Et j'ai remarqué que sur quelques CV, on a trouvé par exemple des centres d'intérêt très bien développés, euh, où les gens développaient par exemple qui faisaient musculation 5 fois par semaine, ou encore qui détachaient de centres d'intérêt, ils faisaient un titre à part, hein, avec les voyages. Ils mettaient que ils avaient voyagé à je ne sais pas combien de pays, ils commençaient à citer tous les pays. Euh, et ou encore qui citait par exemple voyage familial, voyage entre amis, voyage avec l'école et tout ça. Mais franchement, ça ne sert à rien. Hein. Où les recruteurs, quand ils prennent votre CV, ils n'est pas du tout intéressé par quel voyage, hein, vous, euh, à quel pays, quel pays vous avez visité, hein, tout juste. Hein. Les centres d'intérêt, ça va aider effectivement à tracer un petit profil du candidat, hein. Mais aussi ça va aider au moment de cette question-là. Il ne faut pas développer votre centre d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est juste un petit truc, hein, parce qu'il ne tue pas forcément de votre compétence professionnelle. Et c'est ça il faut être attentif. Euh, on parle de communication professionnelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe que nous avons l'idée que avoir beaucoup voyagé, c'est une chose très bien pour les boulots, parce que ça démontre une ouverture d'esprit et je sais pas quoi. Mais euh, ça, c'est un mensonge. Je suis vraiment désolé, mais ça, c'est un vrai mensonge. Si vous avez voyagé, euh, c'est très bien pour vous, hein, mais les recruteurs, ils n'ont pas de tout intéressés euh, pour les pays que vous avez visités. Hein. Donc, il suffit de mettre dans votre centre d'intérêt voyage, si vous aimez voyager, et c'est tout. Pas plus que ça. Parce que si vous commencez à développer, vous donnez plus d'attention au centre d'intérêt qu'aux langues. Vous voyez? Donc, même que vos compétences. Ça veut dire que euh, vous, vous donnez plus de visibilité dans votre CV à ça que à vos propres compétences professionnelles. Donc, il ne faut pas oublier que on parle de communication professionnelle et que votre CV, il doit être vraiment, vraiment un point très fort de votre communication professionnelle, de votre vie professionnelle. Tout ce qui est un peu personnel va être avec les goûts, les aptitudes, tout ça, ça va être posé au niveau du centre d'intérêt, mais de façon très, très résumée. Il ne faut pas expliquer. Si vous aimez faire de la musculation, si la musculation c'est un centre d'intérêt pour vous, mettez musculation, point. Hmm. Jeux de vidéo. Il ne faut pas développer jeux de vidéo, je sais pas, Assassin's Creed, GTA 5, je sais pas encore, Cyberpunk, voilà, je sais pas. Hein, il faut pas développer ces genres de choses parce que ces genres de choses ne pressent pas aux recruteurs. Hein, voilà. Mais c'est cette histoire des voyages, vous allez voir que
vous pouvez évidemment profiter de ça au moment de votre lettre de motivation et encore au moment de votre entretien dans une question spécifique et on va arriver là-bas, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais vraiment montrer que votre CV et votre lettre de communication, votre lettre de motivation doivent être précis au niveau professionnel. Du coup, posez-vous la question, et au moment de faire votre CV, posez-vous la question, est-ce que c'est que je parle, c'est professionnel? Est-ce que les choix que j'ai faits dévoilent une posture professionnelle? Voilà, il faut oublier aussi, il ne faut pas oublier que une communication professionnelle, elle doit être sérieuse, mais pas moche. Du coup, les designs et tout ça, il doit être assez clair, assez léger, dynamique. Voilà. Donc, il faut pas oublier ça. Bon, donc pour bien répondre à cette question, d'abord, il faut cerner cette structure que il faut parler de votre parcours professionnel. Pas de votre soirée, pas de vos soirées, pas de vos voyages, non. Donc, si vous avez des expériences, je suis en bas, si vous avez beaucoup d'expérience, c'est que les recruteurs ils cherchent, c'est juste le résumé précis, simple, des quelques expériences et des postes occupés qui ont effectivement un rapport avec les postes auxquels vous postulez. C'est tout. Et vous pouvez évidemment ajouter à la fin un peu de votre formation. À la fin, au début, mais il n'est pas intéressé forcément à votre formation parce que vous avez déjà fait épreuve oui, de votre formation, vous voyez, si vous êtes expérimenté. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle ou vous avez fait que des stages, ou de stages, de jobs d'été, des choses comme ça, là, encore une fois, il faut commencer de la façon plus professionnelle que vous pouvez. Donc, dans ces cadres-là, commencez par votre formation. Expliquez que vous avez fait une formation dans tel domaine, qui vous donne la compétence pour exercer telle chose, pour faire telle chose, et essayez de présenter, et présenter ensuite votre dernier emploi en détail. Mais quand je parle en détail, c'est exactement ce que ont pénalisé quelques personnes. Vous voyez que quelques-uns qui ont fait les CV, ils ont juste mis la date et l'emploi. Et les petits quelques autres ont mis les petits descriptifs. Mais quelles étaient les tâches que vous avez fait? Quelle était votre responsabilité? Vous voyez, quelles étaient vos missions dans tout ça? Vous voyez, donc c'est ça que c'est bien de marquer. Parce que dire qu'on on a travaillé en tant que, je sais pas, analyste financier dans un cabinet comptable, je sais pas. C'est une chose, mais ça peut être, on peut travailler avec l'analyse financière qui est au niveau de liquidité de l'entreprise. On peut aussi travailler au niveau de l'analyse financière, au niveau des actifs, au niveau de passifs, au niveau de capital de propriétaires. Vous voyez, il y a pas mal des structures d'analyse financière que vous pouvez être spécialisé. Donc, et des fois, ils cherchent des compétences pleines et d'autres fois, ils cherchent des compétences spécifiques. Donc, c'est exactement pour ça qu'il faut être spécifique aussi dans ces cas. Donc, voilà. Ce sont les deux meilleures façons de parler, de répondre à cette question. Mais pourquoi cette question est la première à être posée et qu'est-ce que les recruteurs ils cherchent avec cela?
En fait, votre interlocuteur, ça veut dire les recruteurs, hein, il attend en général une présentation succincte, hein, chronologique de votre parcours professionnel. Il s'agit pour lui de valider les informations mentionnées sur votre CV. Il veut voir si vous ne vous trompez pas aussi, hein, si vous ne mentez pas. Ça veut dire que si vous dites quelque chose qui n'est pas sur les CV, il va demander même pourquoi vous n'avez pas mis ça dans les CV. Hein. Donc, voilà. Il s'agit aussi d'évaluer comment la personne structure son parcours. Il structure son parcours on parle de plusieurs sens. Hein. Ça va dire dans les sens structuré en phrases et structuré dans sa tête. Parce que ça peut, mine de rien, démontrer un certain manque d'aptitude linguistique qui peut invalider votre candidature. Voilà. Et cette question, c'est très intéressant, surtout parce qu'en étant posée comme la première question, et en étant une question très, entre guillemets, très facile à répondre, parce que vous connaissez tous votre propre parcours, hein, cela permet tout de suite de comprendre quel est le profil du candidat. S'il est déjà plus à l'aise, s'il est plus bavard, hein, plus réservé, plus expansif, plus introverti, et aussi définir l'état du candidat ou de la candidate. Hein, parce que c'est possible de vérifier sur ces genres de discours les tons de la voix et aussi si ça tremble, si la personne hésite et tout ça, ça peut signifier donc un fort état de stress. Et si vous tombez sur un bon recruteur, sur un recruteur qui est assez gentil aussi, hein, qu'est-ce qu'il va faire dans ces moments? Si vous êtes stressé pour répondre à cette question qui est la plus simple, normalement la première et la plus simple de votre entretien, hein, il va exactement aller sur votre centre d'intérêt. Vous voyez? Du coup, qu'est-ce qu'il va vouloir faire avec ça? Il a posé la première question assez professionnelle pour pouvoir se rendre compte des premiers traits que vous avez, traits de caractère que vous avez, mais ensuite pour pouvoir détecter quel est votre état du moment. Si vous êtes assez stressé, il va dire, écoutez, il faut qu'on se calme, il faut qu'on reste tranquille, donc je veux parler d'un sujet qui n'est pas assez professionnel. Donc, il va prendre votre centre d'intérêt, il va voir musculation, voyage, jeu des vidéos, je ne sais pas quoi, il va prendre un sujet qui est dans votre centre d'intérêt, il va lancer une question concernant l'un des sujets de votre centre d'intérêt. Vous voyez? Et là, effectivement, ça va être un sujet qui n'a pas forcément une relation professionnelle, pardon, mais ça va vous permettre de parler d'une chose auquel vous êtes assez à l'aise et que ça vous donne plaisir de parler, hein, parce que ça vous fait plaisir. Donc voilà. Et il attend avec ça que vous vous calmez, que vous soyez plus tranquille, plus à l'aise. Donc voilà. Deuxième question. Ça, c'est assez compliqué, ça. Hein. Comment vous décririez-vous en mots? Donc, ça, c'est très difficile. Vous pouvez penser qu'il y a un rapport avec la question de trois points forts, trois points faibles. Et oui et non, elles se ressemblent, mais ils ne cherchent pas la même chose. Vous allez voir. Pour bien répondre à cette question, c'est que je peux vous conseiller, c'est tout de suite, réfléchissez avec prudence. Vous souvenez des histoires de regarder vous-même en face, donc ça va aider aussi à répondre à cette question. Les problèmes de cette question, c'est que vous ne savez pas vraiment quel type de personnalité les recruteurs recherchent. Donc, soyez les plus honnêtes possible avec vous-même. Ça veut dire que vous pouvez dire que vous êtes peut-être organisé, hein,
vous allez répondre, décrivez-vous en un seul mot, et vous allez dire organiser. Pas. Mais des fois, l'entreprise ne cherche pas quelqu'un d'organisé parce qu'il sait que l'ambiance de l'entreprise est naturellement un peu bordélique. Du coup, c'est un peu un bazar partout, mais tout roule bien. Et tout roule bien comme ça, dans les bazars. Vous voyez? Mais si vous êtes organisé, euh, ça peut peut-être freiner les recruteurs. Hein. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que des fois, dans l'entretien, c'est ça on a dit depuis le début, on dit depuis le début en fait, c'est que euh, des fois, c'est pas votre CV qui n'est pas bon, c'est pas votre lettre de motivation qui n'est pas bonne, mais c'est juste une traite des caractères que vous avez que c'est pas les meilleurs pour l'entreprise dans ces moments. Donc, vous allez recevoir pas mal de noms, pas mal de excuse-nous, mais vous n'étiez pas pris pour les postes, vous n'étiez pas prise pour les postes. Voilà. Hein. Mais sachez que ça, ce n'est pas de votre faute. C'est juste un trait de caractère que pour cette entreprise n'est pas les bons. C'est tout. Et vous voyez bien que être organisé, c'est pas un défaut. Mais pour eux, c'est pas une qualité non plus. Vous voyez? Donc là, malheureusement, il faut être honnête. Encore une fois, parce que ça va jouer au niveau de l'intégration de l'entreprise. Donc pour cela, aussi procéder avec prudence. Par contre, encore une fois, il faut être professionnel, il ne faut pas déconner non plus. Ça veut dire que, là, je suis le 13e, hein, si vous savez que vous êtes fiable, dévoué, mais que vous aimez les filles, que vos amis louent votre humour, faites un choix plutôt conservateur. Par conservateur, tout simple, ça veut dire plutôt professionnel. Hein. Si j'aime bien l'effet d'être reconnu, parce que j'aimais l'ambiance de la soirée, parce que je suis un fêtard, parce que j'arrive à boire une bouteille de whisky sans vomir et tout ça. Vous voyez, euh, il y a des gens qui aiment bien être reconnus comme ça, mais on ne voit pas, sont des qualités entre guillemets, hein, qui c'est pas tout à fait intéressant de mettre en avance au moment de l'entretien d'embauche. Du coup, exactement, si vous êtes plutôt fiable, dévoué, responsable, ou encore de confiance, voilà, vous voyez, quelqu'un qui tout le monde vient se confier, voilà, choisissez plutôt cela que de qui, qui, qui votre caractéristique fêtard, par exemple. Vous voyez, donc c'est plutôt ça. Je pense que c'est clair, même si, si j'ai hésité un peu sur mes mots. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un poste classique mérite un mot classique, un poste créatif mérite un mot créatif. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, cela veut dire que les grandes entreprises comme une banque, les entreprises d'assurance, la poste et tout ça, les grandes entreprises qui sont déjà dans les marchés il y a des années, ils ne veulent pas quelqu'un que, même les secteurs publics, je ne sais pas si vous envisagez après entre les secteurs publics, en fait les secteurs publics aussi, hein, ils ne cherchent pas quelqu'un qui veut changer l'entreprise ou qui il a beaucoup d'ambition et tout ça. Il cherche quelqu'un plutôt assez stable. Hein. Euh, Par exemple, quelqu'un responsable. Hein. C'est une caractéristique assez stable. Une grande entreprise cherche à continuer, cherche à rester une grande entreprise. Et pour cela, il cherche tout simplement à continuer
faire leur boulot. Donc, c'est pour ça que les stabilités pour ces genres d'entreprises classiques et des postes classiques, c'est les stabilités. Ils n'aiment pas trop les changements. Donc voilà. Par contre, pour un poste plus créatif et pour une entreprise plus récente, une entreprise plus créative aussi, là, utiliser des mots plutôt créatifs, ça veut dire des mots qui portent dans leur sens un peu plus d'ambition, un peu plus de dynamisme. Vous voyez? Si vous arrivez par exemple à une banque et vous dites que vous êtes dynamique, et notre candidat avec un CV pareil dit qu'il est responsable, je pense que les responsables, il a plus de chances d'être pris qu'il est dynamique. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir selon les postes, selon votre profil. Et ça, vous devez effectivement réfléchir avant l'entretien. D'où regardez vous-même en face. Hein. Donc, qu'est-ce que les recruteurs cherchent? Grâce à ces seuls mots, les recruteurs pourront dessiner un premier profil du candidat. Parce qu'ici, on dit qu'organiser aussi, vous voyez, on utilise là les mêmes, la même idée de tout à l'heure. Je regarde là parce que je vois des voisins qui font quelque chose sur leur balcon, genre en déménagement, un truc comme ça. Mais ça n'a pas l'air d'être très intelligent. Donc j'y crains les pires, mais c'est pas moi, donc voilà. Donc ça va être drôle. Si je rigole à tout d'un coup, voilà. Bon. Si vous avez, on me parlait de mots organisés. Hein, si vous êtes organisé, il faut essayer de comprendre ce qui va avec l'idée d'être organisé. Parce qu'une personne organisée, c'est pas forcément une personne passive. Vous voyez, c'est aussi une personne assez active dans le sens que on arrive dans une ambiance qui est un peu mal arrangé, mal organisé et tout cela. Et notre instinct premier, c'est de vouloir ranger, de vouloir organiser. Et donc, vous voyez que ça, organiser, ça vient avec un côté pratique de faire les choses. Donc, vous voyez que c'est possible de tracer les profils, un premier profil de candidat déjà qu'avec ces mots. Et avec ça là, évidemment, évaluer votre type de personnalité. Plutôt actif, plutôt passif, plutôt dynamique. Voilà, encore une fois, il n'y a pas une idée de ceci est meilleur que cela. Voilà. Et ce que les lecteurs cherchent, c'est exactement d'évaluer aussi la confiance que vous avez dans votre perception de vous-même. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à ça avant pour ne pas hésiter et pour être sûr que vous avez une telle compétence, que vous êtes, vous reconnaissez avec tel mot. Voilà. Et aussi, hein, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure, si votre style de travail correspond bien au poste et à l'ambiance de l'entreprise. On avait parlé de ça en fonction de si le travail de l'entreprise se déroule un peu d'une façon un peu bordélique, c'est un peu le bordel partout, mais vous êtes organisé, presque au niveau maniaque, donc ça va être un peu compliqué cette intégration. Là, je avance un peu plus vite, je commence à avancer un peu plus vite, parce que les temps, ils passent vite. Hein. On a déjà 1 heure là. Hein. Nous, on a 11 questions, on est là à la 3e, donc allez vite. Bon, la 3e question donc, que savez-vous de notre entreprise? Une question simple, mais que vous allez voir que étudier l'entreprise, avoir étudié l'entreprise, ça va faire la différence hein, pour répondre à cette question. Les recherches, donc c'est pour ça que j'ai les recherches effectuées avant l'entretien ou lors de la rédaction de votre lettre de motivation vous seront alors d'une grande aide. Vous voyez que maintenant,
l'effet d'avoir repris, attends, on va voir. Là, on avait dit analyser votre CV et votre lettre de motivation, étudier l'entreprise, hein, ça va être repris. Tous ces éléments vont être repris là. Ils sont, voilà. Donc, peu importe. Là, quand le recruteur pose cette question, hein, il n'est pas intéressé par votre expérience professionnelle. Il veut savoir tout court, c'est que vous connaissez de l'entreprise à laquelle vous postulez. C'est tout. Et du coup, il y a quelques éléments qu'il faut retenir, qu'il faut essayer de retenir le max. Ça veut dire une connaissance globale de l'entreprise, de son organisation, de sa culture organisationnelle, de ses valeurs, de son activité principale, voire même du service que vous souhaitez intégrer. Les moins importants, parce que c'est le plus spécifique, c'est celui-là. Parce que des fois, on n'a pas forcément une connaissance du service spécifique. Mais la connaissance globale de l'entreprise, c'est le minimum. Hein, de son organisation, s'il a des entreprises dans des autres pays, voilà, tout ça, c'est sa culture organisationnelle, vous allez reconnaître par rapport à ses valeurs et l'activité principale aussi, c'est facile à découvrir. Toutes ces informations, il ne faut pas oublier, elles sont disponibles sur leur site, leur page Facebook, leur Twitter, leur LinkedIn. Donc, vous avez minimum 4 sources différentes qui ont une communication différente. Ah, il y a la cinquième il y a aussi le bilan qui partagent avec leurs investisseurs. Ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ces bilans, il est aussi public. Donc, voilà, vous pouvez avoir accès. Donc, c'est très important d'avoir étudié l'entreprise pour pouvoir répondre à cette question. Et dans cette question, les recruteurs cherchent exactement qui les candidats il a travaillé. Vous voyez son entretien d'embauche. Et parce que si vous n'avez pas étudié ça, ça veut dire que vous n'avez pas postulé, vous n'avez pas fait un CV exprès pour ce poste, ou une lettre de motivation exprès pour ce poste, ou encore, vous n'avez même pas vous préparé pour l'entretien. Donc, si vous avez défini en tant qu'organisé et responsable, cette notion, vous voyez que les informations commencent à se croiser. Donc, je suis responsable, mais vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas bien répondu à cette question de l'entreprise, hein, ou vous n'avez aucune connaissance, ou très peu de connaissances par rapport à l'entreprise. Vous voyez que cette notion de ces mots que vous avez utilisés pour vous définir de responsable n'est pas forcément les bons mots. Donc, la relation de confiance entre vous et les recruteurs, ça commence, c'est le deuxième point, hein, ça commence à être un peu abalé, hein, on va dire, ça commence à craquer. Donc, voilà, soyez attentifs. Aussi, hein, les lecteurs cherchent à savoir que les candidats connaissent au moins partiellement l'entreprise où ils postulent pour éviter des problèmes d'intégration. C'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. S'il connaît les produits de l'entreprise, s'il connaît ce que l'entreprise elle fait, quelles sont les valeurs et tout ça, pour pouvoir être à l'aise. Encore une fois, à la fin du dernier cours, je lui ai dit que il faut que vous faites aussi votre évaluation de l'entreprise. Hein. Donc, si vous êtes, peu importe si l'entreprise fait par exemple de vaccins de Covid, mon exemple. Il y a des gens qui vont voir l'industrie pharmaceutique comme l'industrie que veut faire de l'argent avec la maladie, avec les problèmes des autres. Mais il y a d'autres personnes qui vont voir l'entreprise, l'industrie pharmaceutique comme entreprise capable de sauver des vies. Et que pour pouvoir faire des recherches et sauver des vies, il faut la contrepartie de l'argent. Parce qu'il faut faire des recherches, il faut investir en chercheurs, en machines, voilà. Donc, c'est notre. Vous voyez, peu importe les postes. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec ce que l'entreprise fait? Et pour savoir ça,
la seule façon de pouvoir être à l'aise et ne pas et éviter des problèmes d'intégration, c'est en connaissant l'entreprise. Voilà. Il faut pas oublier que les recruteurs en face de nous, c'est pas les méchants, hein. En fait, c'est quelqu'un comme nous qui essaie de gagner sa vie et qu'il doit trouver la bonne personne au bon poste, pour les bons postes. Donc, c'est pour ça qu'il pose des questions, c'est pour ça qu'il essaie de nous connaître vraiment. Et là, c'est une question intéressante parce que en quoi les postes à pouvoir vous intéressent-ils? Si il a, j'aimerais savoir, on peut discuter après, parce que sinon, les temps de course va écouler et on est déjà bien en retard. Donc, après, j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà fait des entretiens, il sait qu'ils ont déjà fait des entretiens, si ils ont déjà posé quelques questions, hein, et quelles questions c'est qu'on a citées. Et voilà. Donc, pour suivre les cours, en quoi les postes à pouvoir vous intéressent-ils, hein? Pourquoi vous êtes intéressé par ces postes, hein? Voilà. Euh, Là, franchement, c'est votre lettre de motivation. Pour bien répondre à cette question, il faut reprendre votre lettre de motivation. Parce qu'il veut savoir pourquoi vous voulez travailler là, dans ces postes. Je suis désolé, mais c'est tous les boulots que vous avez fait pour votre lettre de motivation. Vous voyez l'importance de faire une bonne lettre de motivation, c'est exactement, et pourquoi elle doit être faite à chaque poste, à chaque entreprise, parce que comme ça, vous pouvez répondre à cette question tranquillement. Vous voyez comme les choses au moment de l'entretien, elles se relient. Voilà, c'est ça l'importance, hein. C'est pour ça que, pour répondre à cette question, pour bien répondre, en fait, là, c'est le moment de signifier votre intérêt pour les postes en appuyant sur des éléments concrets. Votre lettre de motivation. Vous souvenez de la définition qu'on a mis de la lettre de motivation? Justificative, rationnelle, hein, de votre motivation, hein. Donc, non, ces postes vont permettre de me développer dans ceci, cela. Je vais travailler déjà avec je vais travailler pendant quelques mois dans ces postes, dans mon ancien boulot. Et c'est une sorte de boulot qui m'a beaucoup plu. Et maintenant, je vais pouvoir travailler en temps plein avec ces genres de missions. Ce sont des éléments concrets qui vous pouvez évidemment avoir mis dans votre lettre de motivation, ou vous pouvez aussi avoir réservé quelques atouts pour les moments de l'entretien. Voilà. Qui sait, toujours une option, on peut risquer, mais c'est possible. Donc, vous devez faire comprendre que votre parcours fait écho à ce qui demande dans la fiche de poste. Votre motivation, on vient de dire. Encore une fois, si vous avez préparé votre entretien, là, si fait écho, si votre parcours fait écho, ça veut dire que s'il voit des liaisons entre, vous devez montrer que ce qu'il demande dans les postes, c'est exactement les compétences que vous avez. Donc, c'est ça, hein. Il faut, si vous avez déjà joué de Lego et tout ça, il faut que les pièces soient bien embriquées. Voilà. Là, si vous avez préparé votre entretien, reprendre des éléments de la lettre de motivation peut vous être utile. On vient de parler de ça, qui là, c'est votre lettre de motivation en presque entière, hein. Vous pouvez même ouvrir les sujets en expliquant à votre interlocuteur que vous vous intéressez non seulement à l'entreprise et au poste, mais aussi aux produits, à la culture d'entreprise et aux valeurs. Ces derniers points, ça se joue plutôt dans les grandes entreprises, Nike, Adidas, Facebook, Google, Coca-Cola, voilà. Parce que ce sont des produits ce sont des grandes entreprises auxquelles nous avons accès à ces produits. Et nous pouvons créer une
on va dire, une identité partagée. Et l'avantage, c'est là, hein, l'avantage de jouer cette carte-là, c'est parce que ça montre une identité, au-delà d'une identité partagée, ça montre aussi engagement, la possibilité d'engagement de candidats vers l'entreprise plus facilement. Et c'est ça que les recruteurs, ils aiment bien. Engagement, une personne engagée. Hein. Et avec cette question, bon, en quoi les postes pouvoir vous intéresser? On peut déjà imaginer, juste par rapport à la façon de répondre, qui c'est que les recruteurs cherchent, c'est à vérifier la motivation du candidat. Hein, et qu'il y a au moins une adéquation entre l'offre de la mission et les leviers des motivations de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les candidats, il peut effectivement développer quelque chose qu'ils souhaitent dans ces boulots. Des fois, et c'est ça, on va voir. Et pour éviter que les candidats, après, ils soient frustrés. Hein. Parce que des fois, il est très motivé pour ses postes parce qu'il pense pouvoir développer une chose. Il pense pouvoir réaliser une mission, mais qui, en effet, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que les recruteurs, il sait qu'il ne peut pas. Qui c'est un autre poste, c'est une autre personne de réaliser. Donc, il va vérifier, est-ce que cette mission correspond exactement à l'idée que le sujet fait de ce poste? Est-ce qu'il va pouvoir développer ce qui le motive dans ce poste? Ou il va arriver, il va voir qu'il ne pourrait pas le développer, il va être frustré après. On ne peut pas oublier qu'un employé frustré, c'est quelqu'un qui ne produit pas. Voilà. Et ça, aucune entreprise veut. Et pour que les deux, qui aient cette imbrication, hein, il faut donc que la candidature soit cohérente. Les recruteurs cherchent aussi à s'assurer que votre démarche ne s'inscrit pas dans les courts termes. C'est-à-dire que si vous avez de vraies motivations, des motivations concrètes, hein, vous n'allez pas, on va dire, utiliser ces postes en tant que tremplin. Vous allez rester parce que travailler avec, faire l'émission proposée par les postes vous donne vraiment du plaisir. Ça vous réalise en tant que professionnel. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, si ça vous plaît, les boulots, vous n'allez pas quitter les postes après 6 mois. Donc, encore une fois, les recruteurs, il est aussi en train de bosser, il doit choisir une bonne personne pour les bons postes et cette personne doit rester parce que c'est coûteux. Ça coûte de l'argent faire de recrutement. Cinquième question, je commence à accélérer parce que le temps est cool, hein, il est cool. Donc, pourquoi devrais-je vous choisir plutôt que notre candidat? Pourquoi êtes-vous le candidat idéal? Je commence par la fin. Pour bien répondre à cette question, il ne faut pas pécher par l'excès de confiance. Ça veut dire que si vous répondez par exemple, parce que je suis le meilleur, là votre entretien est déjà mal embarqué parce que ça démontre que en répondant comme ça, déjà que vous n'êtes pas les meilleurs, parce que vous n'êtes pas humble. Voilà, simple. Hein. Et donc, pour bien répondre à cette question, il est conseillé d'évoquer des exemples de projets ou des réalisations qui font appel aux compétences recherchées. Hein. Est-ce que vous voyez, là on commence à entrer dans un sujet intéressant. Prouvez votre motivation en vous projetant. Je vais parler de ça. Il est conseillé d'évoquer des exemples de projets ou des réalisations qui font appel aux compétences et juges. Ça, c'est intéressant pour développer les compétences que vous avez, hein, les soft skills aussi, votre formation et en quoi ça, il est en rapport avec votre... en quoi il y a un rapport avec l'entreprise et en quoi il y a un rapport avec les postes. Donc, voilà. Prouvez votre motivation en vous projetant dans les postes proposés à travers des missions réalisées lors des... Bon, voilà. Tout ça là, en fait, vous allez voir que
vous vous souvenez de la lettre de motivation quand on parlait de nous, les nous de la lettre de motivation, c'était aussi, c'était autant une opération de séduction qui est une opération de projection. Voilà. C'était comme ça qu'est écrit dans la lettre de motivation pour les nous. Et c'est exactement pour cette question que vous devez récupérer les nous. Ça veut dire que c'est les moments de vous projeter tout en faisant attention avec les éléments que vous allez mettre en place, avec les éléments que vous allez relationner. Et c'est là que c'est intéressant de remarquer et que c'est aussi intéressant de, par exemple, si vous avez voyagé, c'est l'entreprise, si vous avez étudié l'entreprise aussi, et vous savez que l'entreprise a envie, envisage d'ouvrir un magasin en Russie, et que vous avez déjà vécu en Russie, habité en Russie, on fait juste un voyage en Russie, et que vous parlez un peu de russe, et que voilà, la Russie, ça vous plaît, et que vous avez effectivement envie ça ne vous gêne pas, en tout cas, d'habiter là-bas. Vous voyez que ça, c'est le moment de apporter quelque chose d'une expérience personnelle de votre voyage. C'est là le moment de votre voyage pour pouvoir faire valoir votre compétence et montrer que vous avez un atout, montrer que vous avez un atout spécifique qui notre candidat n'a pas. Donc, c'est là. Évoquer des exemples de projets ou des réalisations, les voyages. Donc voilà, les nous projetés. On a fait la projection. On a étudié l'entreprise, on a vu qu'ils avaient d'intérêt d'ouvrir un magasin et vous avez vous projeté en faisant ça. Vous devrez prendre le texte de l'annonce avant l'entretien et trouver une réponse pour chacune des qualités. Encore une fois, c'est exactement 2 pièces de Lego qui sont en briques parfaitement. Vous devez reprendre le texte de l'annonce avant l'entretien et trouver une réponse pour chacune des qualités, compétences ou connaissances demandées, tout en étant factuel et en illustrant vos propos par des résultats, des projets et des réalisations concrètes. Vous voyez, des projets. Des fois, vous n'avez pas d'expérience, mais vous avez des projets, vous envisagez des choses. Vous pouvez effectivement utiliser ça pour répondre à cette question. Mais vous avez vu que c'est pour répondre à cette question, c'est très important d'avoir étudié l'entreprise, d'avoir étudié les secteurs et de voir un peu comment le secteur il se développe. Avec cette question, pourquoi je dois vous embaucher et pas un autre candidat, les recteurs cherchent donc à s'assurer que vous avez bien compris les missions et les enjeux de poste à pouvoir. Ça veut dire dans la globalité que vous savez ce que est demandé au poste et vous savez aussi ce que vous pouvez offrir à l'entreprise. Vous voyez, c'est les nous. Vous cherchez ça, moi j'ai ça, et donc on peut faire ça. Vous voyez, les vous, les moi et les nous. C'est ça, c'est la lettre de motivation là. Les recruteurs cherchent à mesurer votre projection de poste par rapport à vos compétences, votre formation, vos expériences. Les nous, franchement, si ça, c'est pas les nous de votre lettre de motivation, je ne sais pas, c'est que c'est. Donc, regardez bien l'importance de faire une bonne lettre de motivation. Vous allez reprendre votre lettre de motivation pour pouvoir faire l'entretien. Et aussi, ils cherchent à valider votre compréhension des missions et des enjeux qui vous attendent. C'est un peu la même chose de premier. Est-ce que vous avez bien compris les services que vous allez faire? Parce que des fois, on se projette, mais on se projette un peu trop, on peut trop, on peut très peu, on peut plus à gauche, un peu plus à droite, voilà. Mais cette projection, c'est pas forcément très mauvaise, mais plus proche de la réalité, meilleure elle va être. Ça montre aussi votre préparation à l'entretien.
Sixième question. Comment expliquez-vous votre longue période d'emploi? Bon, là, sans emploi, il n'y a pas de... En fait, des fois, cette question va travailler sur votre longue période sans emploi. En plus, à votre travail, comment expliquez-vous l'effet de ne pas avoir encore eu une expérience d'emploi, hein? Dans ces cadres, effectivement, n'essayez pas de dissimuler les périodes d'inactivité, mais sachez combler ces temps sans emploi avec une activité. Aujourd'hui, vous savez, on a des cours qui ont une duration de une semaine. Il y a des cours sur l'Internet qui ont une duration de, voire même 11 jours, une semaine, 2 semaines, 2 mois, voilà. Et ça, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour mettre dans votre CV. Pour les formations, ne mettez pas les mois, mettez juste l'année de la formation. Comme ça, si vous n'avez pas travaillé, par exemple, l'année de 2019, mais vous avez fait une formation en 2019, vous voyez, vous pouvez tout à fait répondre avec ça. Non, mais écoutez, je n'ai pas travaillé l'année 2019 parce que, les marchés étaient compliqués, voilà. Et en plus, j'ai pris la décision d'investir un peu sur ma formation, investir un peu moi, d'où vous pouvez vérifier cette formation de l'année de 2019 qui peut faire preuve de, vous voyez, vous avez eu une formation, vous avez réussi à combler votre période sans activité avec cette formation. Donc, l'importance de bien organiser votre CV, parce que lui, il peut vous aider, hein. Il ne faut pas être naïf en imaginant euh, que, que- que votre CV, c'est juste un bout de papier avec quelques informations. Mais comment vous pouvez vous valoir, ou encore comment vous pouvez utiliser votre CV pour vous aider à répondre les questions difficiles. Parce que celle-là, c'est une question difficile. Valoriser les démarches effectuées et les points sur lesquels vous avez travaillé. C'est ça que je viens de faire en parlant des activités. Vous voyez, ah non, mais je fais ça parce que je voulais investir en moi-même, investir dans ma formation, dans mes compétences. Voilà, hein. L'esprit critique positif et bienveillant envers soi-même est toujours appréciable. C'est recul qui, dans ma explication que j'ai pris et j'ai dit non, je voulais investir en moi. Vous voyez, c'est la critique positive et bienveillant envers moi-même. Qu'est-ce que les recruteurs cherchent avec cette question, hein? D'abord, il veut s'assurer que vous avez l'esprit d'initiative, que vous, même au chômage, hein, même au chômage, vous avez cette capacité de aller au-delà et de chercher d'autres choses. Il ne sait pas si vous êtes vraiment au chômage ou pas, mais il veut voir que il veut voir que vous avez quand même essayé d'avant de trouver autre chose, que vous n'êtes pas resté sans rien faire. Voilà. Les recruteurs veulent aussi savoir si vous avez un profil actif, dynamique, encore plus passif. Je vous rappelle ici que des fois, un profil actif, c'est bien vu. Des fois, un profil plus passif, c'est bien vu. Donc, ça va dépendre de l'entreprise et du poste que vous allez occuper. Voilà. Hein. Être actif, ce n'est pas toujours positif, ce n'est pas toujours négatif. Être passif, tout pareil, hein. Donc voilà. Et il faut voir que cette question, elle cherche à tester votre résilience parce qu'elle va attaquer exactement sur un point faible. La façon dont elle est formulée est naturellement conçue pour tester votre résilience, pour vous piquer, parce qu'elle arrive tout d'un coup avec un problème. Comment vous expliquez votre longue période sans emploi? Du coup, c'est déjà un problème, c'est déjà un trou qui votre CV là, qui votre formation, qui votre vie professionnelle a, et il va essayer de vous piquer un peu
pour tester votre résilience, votre stabilité, même pendant l'entretien. La 7e question, comment envisagez-vous votre carrière? Pour cette réponse, où vous voyez-vous dans 5 ans? Voilà, c'est une question que il faut à la fois être, pour bien répondre, il faut à la fois être ambitieux, mais il ne faut pas déconner non plus, hein, parce que vous devez rester cohérent dans vos propos par rapport au poste que vous visez. Exemple, hein, si vous êtes embauché en tant qu'épatier aujourd'hui, et après, vous dites que, pour répondre à cette question, vous dites que même pas dans 5 ans, mais dans 1 an, vous voulez ouvrir votre deux restos. Donc, franchement, en 1 an, sortir d'apprenti de pâtissier pour ouvrir deux restos, franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, voilà. Il faut être cohérent, réaliste. Est-ce que vous voyez que vous pouvez évoluer dans la carrière? Comment vous pouvez évoluer dans la carrière? Et est-ce que cette évolution que vous envisagez, est-ce qu'elle est cohérente? Hein? Est-ce que vous pouvez effectivement sortir, par exemple, d'apprendre des stagiaires dans l'entreprise et arriver à être PDG dans l'entreprise en 5 ans? Non, ce n'est pas possible. Donc, regardez bien. Est-ce que vous arrivez en 5 ans peut-être à devenir cadre? Je pense que c'est difficile aussi, mais c'est plus faisable. Donc, voilà. Hein. Mais par contre, il faut voir si l'entreprise offre ces genres de possibilités d'évolution. Est-ce que vous pouvez, pour bien répondre à cette question, il faut donc faire des recherches aussi. Hein. Il faut vérifier si dans l'entreprise, vous avez la possibilité d'évolution de votre carrière. Hein. Si vous n'avez pas la possibilité d'évolution de votre carrière, mais vous pensez que vous pouvez, vous allez être frustré. Pour cela, renseignez-vous à travers les sites de l'entreprise, LinkedIn, hein, sur les réseaux sociaux professionnels, sur les possibilités offertes par l'entreprise. Regardez les CV de ceux qui sont cadres de l'entreprise. Regardez s'ils ont commencé dans l'entreprise ou s'ils étaient déjà embauchés directement à l'entreprise. Vous voyez? Pour cela, avec cette question, qu'est-ce que les recteurs cherchent? Déterminer si les candidats s'est fixé des objectifs à long terme. L'ambition, elle n'est pas forcément négative. L'ambition, normalement aujourd'hui, on associe l'ambition avec un terme négatif parce qu'on associe avec l'idée l'idée anticapitaliste de, on va dire, augmentation du patrimoine. Être ambitieux dans un contexte capitaliste, c'est avoir plus d'argent en profitant des autres. Mais non, ambition, ce n'est pas toujours péjoratif. Avoir de l'ambition, c'est une bonne chose parce que ça montre que vous avez un projet de vie, que vous voulez progresser. Vous voyez? Donc, si il se fixe des objectifs à long terme, cette réponse et cette question sert aussi à mieux comprendre les profils du candidat par rapport aux ambitions et son dynamisme. Ça veut dire que s'il envisage quelque chose, il peut être plutôt ambitieux, moins ambitieux, il peut être plutôt réaliste, moins réaliste. Voilà, vous voyez. Aussi, évaluer si les candidats arrivent à se projeter de l'entreprise. Ça va avec la dernière. Évaluer si les candidats ne vont quitter l'entreprise au bout de 6 mois. Ça ne sert à rien de dire du moment de l'entretien, que vous voulez être les meilleurs pâtissiers de France, élus les meilleurs pâtissiers de France en 5 ans, si vous postulez dans un cabinet comptable. Parce que, franchement, cabinet comptable, meilleur pâtissier de France, ça ne va pas avec. Donc, ça veut dire que dès que cette personne a une possibilité de quitter son poste pour travailler avec les pâtisseries, elle va le faire, par exemple. D'où l'importance de la projection.
je suis désolé, on va pas réussir à finir les cours à 10h30. On va passer un peu, environ 10-15 minutes, hein, donc, comme j'avais prévu. Donc, et on va pas faire des pauses comme ça, on finit, voilà. Pour le 8e question, quels sont vos points forts et vos points faibles? Nous, on a déjà parlé de ça tellement que je ne vois pas l'intérêt de rester trop longtemps sur cette question. C'est que je veux juste attirer l'attention, ce sont juste quelques points, hein. Mettez en avant vos points forts, aussi bien comportementaux que techniques. Ces termes, je trouve assez intéressants, sont les soft skills. Les soft skills sont des compétences que vous avez, hein, que sont exactement qui dialoguent avec votre profil personnel et professionnel. Souriante, organisée, responsable, vous voyez, sont de soft skills parce qu'on n'apprend pas ça. Et en plus, sont plutôt des traits de caractère, mais aussi qui dialogue entre notre vie personnelle, parce que c'est qui est cette personne qui est organisée dans la vie professionnelle, elle est aussi organisée dans la vie personnelle. Vous voyez? Donc, normalement. Et c'est intéressant d'utiliser ces termes, soft skills. Je trouve intéressant. Bon. En disant des expériences vécues, on a déjà parlé. Et ça, c'est aussi, ça peut être une idée. Hein, parler des axes d'amélioration plutôt que des défauts. C'est-à-dire que non, quels sont vos points faibles? En fait, il concernant mes points faibles, je pense que je peux améliorer dans ceci, je peux améliorer dans cela. Vous voyez, c'est plus, ça montre une vision positive de l'avenir. On a déjà parlé de ça, hein. Il n'y a pas d'exemple point positif ou point négatif. Il s'agit là de faire une autocritique honnête. On a parlé de tout ça au moment qu'on a parlé de regarder vous en face. Voilà. Du coup, ça ne vaut pas le coup de revenir là-dessus. Qu'est-ce que les recteurs cherchent? Je commence par là. Savoir si le candidat est capable de réaliser une autocritique. C'est pour ça qu'il faut commencer avant, hein. Savoir si le candidat est capable de prendre des recul de ses actions et ses décisions prises. Nous avons tout déjà expliqué avant. On n'a pas besoin de revenir sur ces points-là. Il y a deux choses que je vais attirer l'attention, c'est que les lecteurs souhaitent ici savoir si les candidats aiment les travaux en équipe, s'il a une personnalité de leader. Hein. Là, force provision, capable de passer des situations complexes, c'est plutôt l'histoire de points forts, de points faibles qu'il va trier, il va vérifier ça. Mais encore une fois, ce que je veux revenir, c'est par rapport à la personnalité des leaders. On apprend toujours en gestion que nous devons être des leaders. Nous devons être des leaders. Écoutez bien, ça, c'est une énorme connerie. Hein? Parce que si on est tous des leaders, on va prendre tout le temps la tête. C'est pour ça que des fois, on va être embauché parce qu'on n'a pas la personnalité des leaders. On va être embauché exactement parce qu'on est passif. Les mondes, si existait dans les mondes qu'il y ait des leaders, ben, chaque petite maison c'est un pays, quoi. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est un trait de caractère qui, cette question permet d'évaluer, mais que ce n'est pas forcément positif ou négatif. Et évaluer cette histoire de travail équipe, si la personne aime que les travail équipe ou pas, c'est plutôt, on doit s'interroger plutôt sur qu'est-ce que c'est les travail en équipe. Les travail équipe, c'est pas forcément, tout le monde fait la même chose au même temps, ensemble. Ça, c'est pas forcément le travail équipe. Le travail équipe, c'est aussi la confiance. Le travail équipe, ça veut dire que moi, je fais confiance à la personne qui fait les boulots précédents. Et comme ça, je peux effectivement faire mon boulot tranquille. Et je fais confiance aussi
à la personne qui fait les boulots d'après. Faire confiance aux gens, ça fait partie de savoir travailler en équipe. Donc, voilà. Ce sont juste ces points-là que j'aimerais souligner par rapport à cette question. Là, 9e question. Hein. Quelle situation difficile avez-vous réussi à surmonter? Pour bien répondre à cette question, l'accent doit être mis sur la façon dont vous résolvez généralement les problèmes sous pression et non pour vous vanter. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. Montrez-vous des signes, décrivez l'événement. Il faut répondre à ces questions pour pouvoir répondre à cette grande question. Montrez-vous des signes de stress lors que vous décrivez l'événement. Avez-vous fait preuve de créativité, d'ingéniosité et de rapidité pour la résolution de problèmes? Avez-vous suivi un chemin logique en les faisant? Qu'est-ce que c'est important pour répondre à cette question? C'est de comprendre les comment. Hein. Il y a cette question elle peut être divisée en deux parties, les quoi et les comment. Hein. Les quoi, il va être là. Choisissez vos exemples avec beaucoup de soin, car ils donneront aux employeurs un aperçu de ce que vous considérez comme difficile. Et le comment, l'accent doit être mis sur la façon dont vous résolvez généralement les problèmes sous pression. Donc, comment vous résolvez et quoi vous résolvez. C'est surtout là, et regardez bien, les quoi c'est important, hein, c'est qui vous résolvez c'est important, parce que ça va donner exactement une notion de ce qui vous appelez en tant qu'une chose difficile. Mais les comment, c'est plus important. Est-ce que vous paniquez? Est-ce que vous parlez aux autres? Est-ce que vous laissez les problèmes de côté pendant quelques heures pour revenir après, hein, avec une tête plus tranquille et essayer de les résoudre après? Donc voilà, c'est comment vous faites pour résoudre ces problèmes. Hein. Cette question, c'est exactement pour savoir, regarde les comment. Comment vous gérez les situations stressantes? Comment vous envisagez les problèmes? Comment vous définissez les termes difficiles? C'est exactement les comment. Comment vous gérez les choses? Il faut regarder, ça fait partie de regarder vous-même. Quelles sont les mesures que vous prenez face à toute forme d'adversité? Là, avec cette question, l'électeur veut s'assurer que vous pouvez correctement résoudre les problèmes et gérer des situations de stress. Et en plus, comment vous définissez les termes difficiles? C'est très important parce que des fois, ce qu'on considère comme difficile, ce n'est pas forcément difficile ou encore pour l'entreprise, ou encore c'est une chose c'est un problème qu'ils ont couramment, qu'ils ont tous les jours. Donc, comment gérer ça? Hein? Si c'est que vous appelez tout à l'heure en tant que difficile est une situation courante de l'entreprise, comment vous allez faire pour gérer cette stress? Hein? Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre soin, sélectionner avec soin vos exemples. 10e question, allez, on arrive presque à la fin. Hein. Courage. 10e question, quelles sont vos prétentions salariales? Ça, c'est une question que s'est posée suivant et que on ne peut pas, on va dire, imaginer qu'elle ne va pas tomber. D'où ne laissez pas cette question vous prendre par surprise. Donc, on commence par la fin. Pour bien répondre à cette question, plutôt que définir un salaire, il vaut mieux de définir une fourchette salariale. Comment faire ça? Comment définir cette fourchette? Estimer les salaires minimums pour lesquels vous accepteriez la mission et le montant maximal auquel vous pensez pouvoir prétendre. En plus de cela, n'hésitez pas à demander des avis autour de vous, à consulter sur les web les salaires moyens de postes et les secteurs en question. Et aussi, vous pouvez également chercher d'autres offres d'emploi similaires sur lesquelles une fourchette de rémunération est indiquée. Donc,
pour répondre à ces questions, fourchette salariale et comment stipuler cette fourchette. Voilà. Évidemment, il ne faut pas déconner non plus, il faut être réaliste parce qu'on va voir que qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est la question réaliste. Hein. Il faut pas déconner non plus parce que, par exemple, si moi je compare mon salaire de prof ici en France avec les salaires de prof à Luxembourg, les salaires des enseignants à Luxembourg, c'est au moins 5 fois plus qu'en France. Donc, vous voyez, donc, il ne faut pas déconner non plus. Qu'est-ce que les recruteurs cherchent avec cette question? Des rémunérations permettent là aussi de tester les niveaux de préparation et réflexion du candidat. C'est-à-dire que si vous arrivez à répondre à cette question qui est assez difficile sans hésiter, ça veut dire que vous avez encore, vous préparez pour cette question. Vous avez étudié les postes, étudié les reprises, étudié la mission, étudié tout. Et vous êtes prête. Voilà. Vous voyez? La préparation pour l'entretien. Du coup, responsable d'organiser, si vous avez utilisé ces mots-là, là, la preuve, quoi. Que vous êtes organisé, responsable. Voilà. Servent aussi à mesurer si les candidats rentrent dans la fourchette prévue. Il faut être réaliste, encore une fois. Les recruteurs, ils veulent bosser, ils veulent quelqu'un que l'entreprise peut payer. Voilà, si l'entreprise ne peut pas payer, je suis désolé. Cherche aussi les recruteurs à savoir si les candidats ont une compréhension globale de la mission désignée et de son importance. C'est-à-dire que si vous ne faites pas une activité essentielle pour l'entreprise, il ne faut pas s'attendre à recevoir comme les PDG de l'entreprise. Vous allez recevoir un salaire selon votre importance. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris les enjeux et tout ça? Donc, là, c'est possible. Et aussi, et surtout, à prévoir et à éviter une frustration de la partie du candidat. Hein. Cela veut dire que si on imagine qu'on va recevoir un salaire et à la fin on ne le recevra pas, c'est assez frustrant. Et une personne frustrante frustrée ne travaille pas bien. Voilà. On arrive presque à la fin. Allez, courage. La 11e question. Avez-vous des questions? Vous vous souvenez quand j'ai parlé de faites aussi votre évaluation d'entreprise? Voilà. Donc, pour arriver à faire votre évaluation d'entreprise meilleure, hein, c'est aussi poser des questions dans ces moments-là. Et, mais quelles questions je dois poser? Si vous avez étudié, hein, une bonne préparation avant l'entretien vous donnera certainement assez d'informations et leur lot de questions. Donc, n'hésitez pas à noter sur votre carnet quelques questions qui montreront votre curiosité. C'est que c'est intéressant, c'est que vous pouvez étudier l'entreprise, étudier tout ça pour sortir votre carnet. Après, ça va vraiment montrer que vous avez vous préparé, que vous avez réfléchi et que vous êtes vraiment intéressé par les postes et par l'entreprise. Vous voyez? Et que vous aussi, qui vous serez dans une bonne ambiance et que vous pouvez effectivement développer les meilleurs de vous. Et quelles questions je peux poser? Qu'est-ce que vous conseillez? Donc, pour cela, privilégiez les interrogations montrant votre intérêt et votre curiosité pour les postes et pour l'entreprise. Des exemples, des questions concernant l'environnement de travail, concernant la culture organisationnelle, concernant l'organisation de l'équipe et aussi la journée type. Voilà, ce sont des exemples de questions des sujets que vous pouvez travailler. Et c'est très important de poser des questions. Hein, parce que là, les recruteurs, ils peuvent faire connaître l'entreprise et les postes. Hein, ça veut dire que si vous avez des questions, il peut vous aider à comprendre meilleur comment les choses se passent là-dedans. Hein, et aussi à éviter des frustrations. Si vous êtes engagé, où vous allez bosser, si vous allez travailler dans les mêmes bâtiments ou dans un autre bâtiment, voilà, des choses comme ça. Hein. Aussi, les niveaux de questions, et ils cherchent aussi les niveaux de questions, voilà, la préparation du candidat. Ça veut dire que
effectivement, si vous êtes meilleur préparé, vous allez avoir plus de questions. C'est ça la vision du recruteur. Voilà. En plus, des questions bien ciblées montrent l'intérêt du candidat. Les simples faits d'avoir posé des questions montrent l'intérêt du candidat. J'ai une 11 bis parce qu'au bout d'un moment, on va tous passer par là. Hein. Je m'excuse encore une fois de passer les temps, mais on va finir en 5 minutes. Je tiens la promesse. Hein. 11 bis. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? Ça, c'est une question que forcément, au bout d'un moment de votre carrière, vous allez écouter parce que soit vous n'êtes pas content avec votre poste actuel, et là, vous allez chercher de poste, soit vous voulez améliorer votre salaire, voilà, et sans quitter votre poste actuel. Mais vous allez chercher des postes au même temps. Donc, pour bien répondre à cette question, hein, expliquez que vous êtes de nouveaux objectifs professionnels, de nouveaux challenges. Hein. Voilà, que même vous êtes arrivé au bout, que vous êtes arrivé à la position maximale que vous pourriez arriver à avoir dans votre ancienne entreprise et que maintenant vous avez plus d'ambition et que vous vous sentez prêt pour avancer et pour découvrir de nouvelles choses. Hein. Vous voyez, relever dans ces contextes certains éléments faisant partie des tâches mentionnées dans l'annonce. Par exemple, que j'ai découvert une mission dans mon boulot précédent et qui c'est mon collègue qui l'a fait et qui malheureusement là j'occupe une autre poste qui n'a pas cette mission, mais que cette mission m'a plu beaucoup. Donc j'aimerais pouvoir travailler, on va dire, en faisant cette mission. Vous voyez ce que je veux dire? Et que malheureusement, là, il y a déjà quelqu'un qui fait cette tâche, cette mission. Donc, pour pouvoir arriver là et pouvoir développer ceci, c'est là, voilà. Donc, c'est le moment de faire ces rapports. Et là, hein, si vous avez décidé, vous voyez que dans tout ce que j'ai parlé, j'ai jamais dit quelque chose de mauvais par rapport à ma ancienne entreprise et mon ancienne chef. Donc, si vous avez décidé d'échanger pour des raisons de conflits d'entreprise, ne les mentionnez pas. Ne dénigrez en aucun cas votre ancienne entreprise, votre ancien chef. Vous voyez que même si c'est parce que quelqu'un fait la mission que j'ai envie, en fait, c'est plutôt votre choix. Ça veut dire que moi, faire notre boulot m'a bien plu et je l'ai fait avec l'excellence. Donc, j'aimerais pouvoir développer ça. Je n'ai pas dénigré une personne ni l'entreprise. Il faut toujours savoir rester positif. Voilà. D'où l'histoire de développer, d'améliorer, d'apprendre. Voilà. Et avec cette question, les recruteurs cherchent exactement savoir si vous avez de la persévérance et si vous abandonnez rapidement et préférez chercher un nouvel emploi dès que c'est présent les difficultés et conditions désagréables. Ça veut dire que si vous avez de la résilience, si vous êtes, si vous n'allez pas quitter les postes au moment que la première difficulté, les premiers problèmes apparaissent. Et donc, tout cela pour tester la fiabilité du candidat, surtout parce que s'il parle aussi mal de l'ancienne entreprise, de l'ancien chef, forcément, il va parler mal de l'entreprise actuelle aussi, ou de cette nouvelle entreprise qu'elle postule. Donc, il faut retenir ça. Si par exemple, les candidats s'est mis à dénigrer son emploi actuel, au passé, l'entretien est déjà mal marqué. Du coup, ne parle jamais mal de votre ancien chef, votre ancien boulot. Pour finir, quelques rappels généraux. Être à l'heure, ne soyez jamais en retard.
Avoir une tenue correcte, ça veut dire traditionnelle. On avait vu parce que c'est vous qui devez prendre le relais et pas la tenue. Hein. C'est pour ça le correct entre parenthèses, entre guillemets. Mais n'oubliez pas de mettre votre téléphone en veille. Soyez poli n'importe avec qui, avec l'agent d'accueil, avec les gardiens, avec l'agent de ménage, avec la personne qui va servir le petit café pendant votre entretien. N'oubliez pas de bien articuler vos mots, parce qu'il faut se faire entendre. Il faut être clair dans votre proposition. À bien articuler, c'est aussi de parler vers la personne, pas parler dehors, pas fermé. Vous voyez, essayez, dans la mesure du possible, de rester calme et détendu. Essayez aussi, dans la justesse, d'avoir une attitude positive. Et regardez l'interlocuteur dans les yeux. Ne baissez pas les yeux. Parce que ça, c'est aussi de la communication. Regardez-le. Regardez là, sur les yeux. Il est là, en train de parler, il est en train de céder son temps. Étudier l'interprise de la mission, on a vu que ça, c'était vraiment, vraiment très important. Et ne pas manger pendant l'entretien, ni mâcher un bonbon ou une autre. Voilà. Donc, avec cela, je reviens vers vous. Je reviens vers vous avec cela. Et on peut effectivement donc clôturer notre cours. Je peux dire effectivement que nous avons fini notre cours. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires concernant les contenus? Pour ma part, non, pas de questions. Pas de questions non plus. C'est bien, merci. Bon, dans ces cadres-là, on peut effectivement dire donc qu'on a fini le contenu du cours. On a fini notre cours de communication professionnelle. J'espère que vous avez bien profité, que vous allez quand même se souvenir de quelque chose qu'on avait vu au moins pour faire votre CV, au moment de l'entretien, même pour écrire votre lettre de motivation, voilà. Et que les contenus qu'on a vus vont être vraiment utiles pour vous. Je vous rappelle donc que dès que j'ai les notes de lettre de motivation, je vais vous envoyer par annonce sur Eprem. Je vous rappelle aussi que nous aurons donc notre dernière activité les 10 décembre et les 11 décembre. On vous envoyer les liens. Je vais vous envoyer les liens. J'ai l'intention de vous envoyer les liens un jour avant. Mais ça sera sur l'annonce, il sera sur prêt, donc vous allez de toute façon recevoir l'annonce sur votre boîte d'email avec les liens de Google Forms. Et ces liens, il est valable de 9h du matin de 10 décembre jusqu'à 22h de 11 décembre. Donc voilà. Et sinon, je pense que ce sont tous les rappels que je devais faire. Donc, j'ai changé les choses de position. Je cherche le machin de... Je cherche en fait la feuille de présence. Ah, j'ai trouvé. Juste pour faire notre dernier cours. Donc, je fais la présence tout simplement vite fait, bien fait, et nous pouvons dire au revoir. Donc, je commence par les groupes A. Yasmine est là.
Est-ce que Yasmine... Oui, oui, je suis là, désolée, excusez-moi. Parfait. Pas de souci. Antoine. Merci. Sana. Apparemment. Apparemment, ça n'est pas là. Elif. Merci. Marie. Je vois que Marie est en ligne. Cindy, elle est en régime laboratoire. Éléonore. Merci. Mathilde. Merci. Zinedine. Ici, monsieur. Merci. Julien. Merci. Sarah. Merci. Jeudi, elle était là tout à l'heure. Merci. Sonia. Merci. King. Oui, Marie, pas de souci. Maurice. Maurice est là. Merci. Bon, groupe B. Groupe B. Et Julien. Julien, il est en ligne, mais voilà. Dalila. Elle est en ligne aussi. Kenza est là. Oui. Bon, merci. Pas de souci, Dalila. J'ai marqué votre présence là. Et Marion. Merci. Mathilde Cognin. Merci. Joël. Oui. Merci. Victoria. Merci. Sibli. Merci. Dorian. Merci. Margot est là. Oui. Parfait. Merci. Manon. Merci. Valentin. Valentin. Parfait. Merci. Chloé. Merci. Denis. Merci. Charles. Merci. Et Adja. Parfait, c'est fait. Nickel. Bon, j'espère que... Merci à tous. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez profité, que ces cours a été utile pour vous. Dès que j'ai plus d'informations, des choses, de tout, hein, des activités, les informations de Google Forms et tout ça, je vous envoie, je vous tiens au courant. Sinon, pour moi, c'était un plaisir hein, de vous avoir en tant qu'élève. Je vous souhaite bon courage pour la suite et ne lâchez rien. D'accord? Bon, merci beaucoup, merci à tous. Merci d'être venu, d'être là. Et je vous dis bon courage et effectivement, au revoir. Au revoir, monsieur. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Merci. Bonne journée.
Merci Au à revoir, vous aussi. monsieur. Oui, bonne journée et bonne semaine, oui.